À la une de l'actualité, le président ivoirien est à New York, aux États-Unis, pour la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce mardi. Il va également recevoir sur place une distinction lors du 30e gala de la Fondation Africa America Institute. La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est ce 21 septembre. Plus de 35 millions de personnes en sont atteintes dans le monde, mais plus de la moitié des malades ne sont pas diagnostiqués et les 2/3 ne sont pas encore traités. Toutes les victimes des différentes crises ivoiriennes bientôt connues, elles vont pouvoir être prises en compte. C'est une action du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Bienvenue dans le 13h de ce dimanche 21 septembre sur RTI 1. Depuis le 7 septembre dernier, les premiers pèlerins ivoiriens ont quitté Abidjan pour l'Arabie Saoudite afin d'accomplir le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Mais ils sont environ 400 qui n'ont pu embarquer sur aucun des 9 vols prévus cette année et tous se sont retrouvés à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Pourquoi ces candidats au Hajj n'ont pas pris la direction de l'Arabie Saoudite comme prévu? Quelle solution en cours pour régler le problème? Le directeur général des cultes est là pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Monsieur Messamba Bomba. Bonjour Madame. Alors nous vous retrouverons dans quelques minutes pour discuter sur ce sujet d'actualité. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé à New York aux États-Unis. Il va prendre part à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle s'ouvre ce mardi et en marge de l'Assemblée générale, le président va recevoir une distinction. Ce sera lors du 30e gala de la Fondation Africa America Institute. Jérôme Kofi Abola. Newark International Airport, New Jersey, près de New York. Il est environ 18h15, heure locale, soit 22h15, temps universel. Ce samedi 20 septembre 2014, quand le président de la République, Alassane Ouattara, descend de l'avion en provenance d'Abidjan pour sa participation à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Pour le chef de l'État, ce rendez-vous est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il constitue une occasion de rencontre de haut niveau. Nous sommes là pour les assemblées générales des Nations Unies, donc c'est un événement important et nous avons une forte délégation parce que nous avons beaucoup de rencontres et nous comptons rester à peu près une semaine. Alors je suis heureux d'être à nouveau à New York. À cette 69e session de l'Assemblée générale, le président Alassane Ouattara est attendu pour une allocution. Nul doute que le message de la Côte d'Ivoire va porter sur le développement si l'on s'en tient au thème de la rencontre, à savoir la concrétisation d'un programme de développement porteur de transformation pour l'après 2015. Une station de traitement d'eau en chantier dans la zone industrielle de la commune de Yopougon. Le ministre des Infrastructures économiques est allé apprécier lui-même l'état d'avancement des travaux. Sidonie Davila. Ces cris traduisent le besoin criant en eau courante au quartier Mikao de Yopougon, un problème inhérent à plusieurs sous-quartiers de la commune. Face à cette situation inconfortable, comme solution urgente, le gouvernement décide d'installer cette station d'eau. En visitant ces lieux, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, est venu s'assurer de l'état d'avancement des travaux du chantier. Je suis venu visiter un des chantiers importants en cours qui devrait permettre de régler les problèmes, la quasi-totalité des problèmes de Yopougon. En tout cas, tout au moins, les problèmes des personnes qui sont abonnées, raccordées au réseau et qui, en ouvrant le robinet, n'en ont pas. Donc, on a visité le chantier, il est relativement avancé. Aujourd'hui, on considère que Yopougon doit avoir un besoin estimé autour de 80 à 100 000 mètres cubes par jour. La station que nous sommes en train de construire, la nouvelle, va doubler la capacité de la station de Niangon. Et on va avoir 45 000 mètres cubes supplémentaires chaque jour à livrer aux populations. La visite du ministre et de sa délégation s'est poursuivie sur les sites de construction des canalisations, chez les revendeurs d'eau et même dans certains ménages afin de mieux s'imprégner des difficultés réelles que vivent ces populations au quotidien. Voilà le DG de la solution. Nous sommes en bas, nous qui sommes en bas ici au bord de la rue, on a des ceux qui sont en haut et ils n'ont pas de l'eau. Ça peut compter 2 jours, 3 jours, une semaine.
Avec un peu de patience, le calvaire des populations de Yopougon en attente d'eau sera bientôt terminé. Les travaux débutés depuis 24 mois s'achèveront, selon le ministre Patrick Hachi, dans les semaines à venir, au grand soulagement des populations de Yopougon. Identifier toutes les victimes des différentes crises ivoiriennes afin de les prendre en charge. C'est l'objectif du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La méthode choisie, harmoniser les différentes listes des victimes de guerre. Gabriel Zani. La nuit de la solidarité. Dès l'entame de la soirée, une démonstration du lavage des mains pour éviter la contagion par le virus Ebola. Ensuite, les prestations d'artistes ouvertes par l'hymne de la solidarité. Après ces instants de chant et de rythme, les discours. Celui du ministre Nyamie Konan, représentant le Premier ministre, a été ponctué de mots très forts. La solidarité est surtout la compassion. La compassion, c'est notre capacité à pouvoir nous mettre à la place de l'autre. Dernier jour de la quinzaine de la solidarité, dernières actions fortes en faveur des personnes en difficulté. Des gestes de solidarité n'ont pas manqué. C'est le cas du jeune Abdelaziz, atteint d'une chondrodystrophie, développement anormal de la tête, des membres inférieurs et supérieurs. Malgré son handicap, âgé de 15 ans, il est titulaire d'un baccalauréat. Sa famille a reçu la somme de 5 500 000 francs CFA du groupe CUSODC pour couvrir les charges de son intervention chirurgicale. Nul n'a le droit d'être heureux seul, son sens le plus noble. À vous, mesdames et messieurs les futurs récipiendaires des différents ordres du mérite de la solidarité, soyez assurés que l'honneur de mon département ministériel est certes grand, mais ne sera jamais à la mesure de votre don de soi. Au cours de cette soirée, des personnes de bonne volonté ont reçu la médaille de la solidarité. Je suis content. Pourquoi je suis content? Je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui, ici à Hôtel Goff, seulement me décorer parce que j'ai fait. La compagnie est très sensible des personnes qui sont démunies et qui nous demandent de l'aide. Ce que nous faisons tous les jours nous a conduit donc à avoir cette distinction et nous en sommes très fiers. Une vente aux enchères de tableaux confectionnés par des femmes a clôturé la nuit. Les fonds serviront à aider les personnes démunies. Voilà, c'était le reportage de Gabriel Zani sur la nuit de la solidarité initiée par le ministère de tutelle. Abidjan a abrité un salon international pour les recrutements en faveur des entreprises. Les responsables d'entreprises présents entendent dénicher les meilleurs profils afin de renforcer la performance de leurs services. Serge Grangoma. Un salon international de recrutement à Abidjan, dénommé Forum de recrutement 2014 ou encore Afrique Talent. Ce salon est une plateforme dont l'objectif est de donner la possibilité aux entreprises de recruter des agents dynamiques pour renforcer la performance des services qu'elles offrent. Une démarche qui peut contribuer à la croissance des affaires et au développement des pays africains. C'est un marché, une place de marché qui permet aux offreurs et aux demandeurs de se retrouver, donc de créer une plateforme vivante de développement de l'emploi. Notre engagement vis-à-vis des entreprises, c'est de leur offrir un public de qualité dans lequel elles peuvent puiser des talents pour leur développement. Plusieurs entreprises dans la radiodiffusion télévision ivoirienne sont à la recherche de meilleurs profils pour élever le défi de compétitivité. Elles ont reçu les candidats et leur curriculum vitae. Alors dans ce salon, je recherche des candidats, des compétences, des talents, dont Afrique Talent. Donc nous recherchons des gens qui sont prêts à travailler, passionnés, talentueux et qui peuvent nous apporter un avancement au niveau de notre entreprise. En termes de CV, on en a eu beaucoup. Beaucoup de bons candidats. Nous avons des besoins aussi en recrutement. Et donc l'occasion nous est donnée de voir à travers les CV, mais surtout de discuter avec ces jeunes, n'est-ce pas, diplômés, qui sont passés dans plusieurs entreprises, qui ont des expériences. La RTI a un vaste chantier. Nous nous préparons pour affronter la libéralisation qui pointe à l'horizon. Nous avons besoin d'audit parce qu'il faut assainir notre comptabilité. Nous avons besoin de contrôleurs de gestion. Il faut être capable de faire un budget clair et net, et ça aussi c'est très important. Nous avons besoin d'un directeur photo, nous avons besoin de commerciaux, nous avons besoin de producteurs de haut niveau.
Pour les candidats, ce salon est une opportunité pour faire valoir son savoir-faire. Oui, par la formation d'électromécanicien que j'ai faite, je pense que j'ai les qualités requises pour avoir un poste de cadre dans les entreprises qui sont représentées ici. Entamé ce vendredi 19 septembre au Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire, ce salon international de recrutement 2014 s'achève ce samedi. 2500 livres et ouvrages scolaires offerts à 7 lycées et 3 inspections de l'enseignement primaire de la commune d'Agboville. L'ONG Agboville Développement Initiative veut permettre aux enfants de la commune de bénéficier d'une éducation adéquate. Godefroy Okambawa, Abousanego. 2500 livres et ouvrages scolaires à 7 lycées et 3 inspections de l'enseignement primaire de la ville d'Agboville. Un don de l'ONG ADI. Agboville Développement Initiative, qui entend permettre à tous les enfants orphelins et démunis de la commune d'Agboville de bénéficier des mêmes chances d'éducation. Ces ouvrages ont été symboliquement remis à Diaby Fanta, qui à son tour les a remis aux proviseurs du lycée d'Azaguié et aux 3 inspecteurs de l'enseignement primaire. Les enfants qui sont âgés de 6 à 18 ans font partie de notre cible. Et ce sont ces enfants-là que nous essayons de sponsoriser, d'encadrer et d'aider dans leur quotidien afin qu'ils puissent réussir les études. Et insister sur l'importance de l'éducation en général et de la lecture en particulier. Le président de l'ONG a dit, Souleymane Mouloukou Traoré a mis l'accent sur sa volonté d'aider ses enfants démunis et orphelins de la commune d'Agboville à travers ce geste, car selon lui, l'éducation est primordiale pour tout individu. Cette cérémonie a été réussie par la présence des autorités administratives et de Sylvie Nazouan, directeur de la pédagogie et de la formation continue, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Les ferrailleurs des casses modernes d'Abidjan en quête d'un site pour exercer leur activité. Ils veulent également s'organiser pour un meilleur fonctionnement de la filière. Doigt de laser. Ouma Ben Diomandé exerce le métier de ferrailleur. Depuis plusieurs mois, il est confronté à des difficultés pour son installation dans la commune d'Abobo à cause du manque de sites adéquats. Nous occupons peut-être les sites illégalement, mais on n'a pas de place, donc on est obligé de faire comme on peut. Voilà. Donc on souhaiterait qu'on puisse avoir un site bien aménagé pour qu'on puisse ne plus déranger qui que ce soit. Depuis 2002, je suis à la ferraille. Bon, nous avons vraiment besoin de moyens pour pouvoir faire développer ce secteur de l'artisanat. Une conférence de presse est donc organisée par l'Association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI, avec pour objectif de proposer des solutions durables pour le développement du secteur. On a des problèmes de ravitaillement des pièces détachées, on a des problèmes au niveau du traitement des déchets métalliques et les sites même qui nous ont été proposés, c'est peine perdue. Parce qu'on se rend compte que c'est un marathon qui n'avance pas. Il faut qu'on interpelle ceux qui sont censés nous donner le coup de main pour que la réalisation et l'obtention des sites que nous rêvons puisse être une réalité. On ne demande même pas à l'État de venir résoudre tous nos problèmes à 100%. D'autres, par exemple, donnez-nous le site et donnez-nous 6 mois, nous on va construire. Un site de recasement, la réorganisation du secteur sont entre autres les attentes des ferrailleurs de Côte d'Ivoire qui, à travers ce corps de métier, subviennent aux besoins quotidiens de leur famille. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Plus de 35 millions de personnes en sont atteintes dans le monde, mais plus de la moitié des malades ne sont pas diagnostiqués et 2 tiers ne sont pas du tout traités. L'objectif de cette journée est donc de mobiliser la communauté internationale pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. Serge Gangoma. Dans le monde, plus de 35 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui touche les cellules nerveuses et provoque une perte de mémoire chez le sujet. Selon le docteur Kwasi Kwame Léonard, neurologue au centre hospitalier universitaire de Yopougon, les causes de cette maladie restent encore inconnues. Cependant, des facteurs génétiques et environnementaux contribuent à son apparition et à son développement. Est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par l'altération progressive des fonctions cognitives ou intellectuelles. Il s'agit de la mémoire qui est la fonction principale, suivie du langage. Cette maladie va se caractériser au tout début par ce qu'on appelle les troubles de la mémoire.
En Côte d'Ivoire, la maladie d'Alzheimer est une réalité et des cas sont même avérés. Il y a des cas de maladie d'Alzheimer, mais il nous est difficile de donner la prévalence. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui est incurable. Tout sujet qui présente des troubles de la mémoire doit se rendre à l'hôpital pour qu'un diagnostic soit vite fait et qu'un traitement soit instauré de façon précoce. Selon les estimations de l'association France Alzheimer, ce nombre pourra atteindre 65,7 millions de personnes en 2030, d'où la sensibilisation et les dépistages précoces des populations. La Côte d'Ivoire veut se doter d'un plan d'action national pour la réduction des risques liés aux déchets nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Des experts ivoiriens et internationaux se sont retrouvés afin de réviser les acquis du plan d'action. Il vise à assurer une mise en œuvre durable des instruments juridiques nationaux et internationaux, inventorier les capacités de la Côte d'Ivoire à faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le congrès de la jeunesse du Rassemblement des Républicains s'est ouvert hier matin. L'un des enjeux du congrès, l'élection du nouveau président des jeunes du RDR, 29 candidats en lice, 3 favoris. Le vote a eu lieu et le dépouillement des bulletins est en cours. Retour sur cette nuit électorale avec Léon Bro. 0 heure ce dimanche, au Palais des Sports de Trècheville, les travaux du 3e congrès du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, se poursuivent pour le toilettage et l'adoption des textes et résolutions. Au bureau électoral, on peut déjà annoncer les couleurs du processus de vote pour désigner le président du RJR. 3 heures, installation du dispositif de vote, puis place à chacun des 29 candidats pour convaincre les 3500 congressistes. Le grand oral dure 3 minutes par prétendant au fauteuil présidentiel du RJR. Des ralliements aux candidats d'Ascensan et Charles Niaouré se font enregistrer, donnant du coup ces 2 grenadiers voltigeurs pour favoris de la course à la présidentielle. Mais pour le comité d'organisation, seule la fin du processus de vote peut situer sur le vainqueur. Il peut toutefois rassurer sur la transparence. Difficile toujours de savoir qui succédera à Karamoko Yayoro à la tête du RJR, les dépouillements en cours ayant ajouté au duo favori un 3e candidat à la personne de Diané Ibrahim. Dans tous les cas, un des 29 candidats sera élu président du RJR ce dimanche, date de clôture du 3e congrès. Les dispositions sont déjà prises par le comité d'organisation. Le Rassemblement des enseignants républicains élit également son président. Le premier congrès s'est tenu à Bouaké, ville du centre de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Plus de 450 congressistes venus de tout le pays ont pris part au premier congrès ordinaire du Rassemblement des enseignants républicains, RER, à Bouaké, en ligne de mire la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. D'où le thème « Enseignants unis et mobilisés pour la victoire d'Alassane Ouattara en octobre 2015 ». Ce premier congrès des enseignants du RDR se voulait une rencontre de maturité et de cohésion entre les membres. Cet important rendez-vous a bénéficié du soutien de personnalités de premier rang du Rassemblement des Républicains. Ce congrès, pour moi, est le congrès de la maturité. C'est le congrès de la légalité. C'est ce congrès-là qui vient donner une existence légale au RER, au sein du RDR. Je voudrais, au nom de la direction, vous féliciter et vous remercier pour avoir cru à notre combat, pour avoir donné de votre force, mais parfois, hélas, de votre sang, pour le triomphe de la vérité et de la démocratie. Ce premier congrès a permis au RER d'élire son président national. C'est Kouyaté Abdoulaye qui assumera cette responsabilité pour 5 ans. Il se dit prêt à relever le challenge. Les rideaux tombent, n'est-ce pas, sur le congrès, mais en même temps nous rentrons dans la case.
pour construire désormais la victoire du président Alassane Ouattara, pour qu'ensemble nous préparions cette victoire-là au premier tour. Les participants se disent fiers de la tenue de ce premier congrès du RER. Pour cette occasion, le ministre Sidiki Konaté, membre du secrétariat général du RDR, a invité les enseignants à se mobiliser pour la victoire du président Alassane Ouattara. Cette victoire passe par le renforcement des liens entre les membres du RER et leur contribution pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. Le Conseil économique, social et culturel, organe consultatif de l'Union africaine, veut se faire connaître des populations ivoiriennes. Il a initié une campagne pour informer sur ses missions et activités afin de susciter la participation de la société civile. Reportage. Le Conseil économique, social et culturel ECOSOC est un organe consultatif de l'Union africaine. Peu connu des populations ivoiriennes, cet organe contribue à la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un organe qui est non seulement élu par la société civile, mais il représente en même temps la société civile. Et nous sommes là pour lancer la campagne de sensibilisation et de motivation que l'Union africaine organise en direction de la société civile pour comprendre ce que c'est que l'ECOSOC, ce que représente cet organe au sein de l'Union africaine, ce que représente cet organe au sein de la société civile elle-même. ECOSOC tiendra sa deuxième assemblée générale en novembre 2014. Pour l'heure, ses membres organisent une campagne de sensibilisation en vue de susciter la participation de la société civile. Présentation des candidatures et critères d'admissibilité étaient au menu de cette rencontre. Les informations principales, c'est l'attestation disant que vous existez depuis 3 ans, l'audit financier de 3 ans et également que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir votre financement d'au moins 50% du pays. ECOSOC compte 150 membres issus d'organisations de la société civile africaine, dont 2 représentants par pays. Remise d'attestation à des ex-combattants à l'issue d'une formation à Bondoukou. Ils disent s'inscrire dans la vision du chef de l'État, la restauration de la sécurité et de la paix en Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué. Ils sont au total 621 ex-combattants à avoir suivi le stage au centre de résocialisation de Kwasi-Ndawa dans le département de Bondoukou. Selon le responsable du centre, ces ex-combattants ont été formés notamment aux droits de l'homme, au civisme, à la discipline, ainsi qu'à la gestion de la cellule familiale. Cette formation vise, entre autres, à aider les ex-combattants à rompre avec leur passé et à choisir leurs activités futures, à réacquérir des fondements du comportement citoyen et de la vie en société. Au terme de notre stage de formation, nous invitons et encourageons tous nos camarades ex-combattants à venir s'inscrire et participer à ce programme de resocialisation qui leur permettra à terme d'améliorer et de changer leurs conditions de vie. Le chef du bureau de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration du Gontougo a exhorté les ex-combattants à soutenir la structure qui est chargée d'exécuter des actions pour la sécurité et une paix durable en Côte d'Ivoire. Le représentant du président du conseil régional du Gontougo et celui du maire de Bondoukou ont exprimé l'intérêt qu'ils accordent au processus DDR. Ils ont souhaité le voir couronné de succès et apporter un plus dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, au-delà de sa contribution à l'amélioration des résultats d'une intégration sociale durable des ex-combattants. La DDR dispose de 6 centres de resocialisation en Côte d'Ivoire, dont celui de Kwasi-Ndawa, qui, depuis son ouverture le 4 mai dernier, a accueilli 2116 ex-combattants, dont 196 femmes. Un mot de sport, football. Les pays organisateurs des 3 prochaines CAN sont connus depuis hier. La Côte d'Ivoire va accueillir les compétitions en 2021 et je vous propose d'écouter la proclamation faite par Issa Ayatou, le patron de la CAF. On a procédé au vote. Dans un premier temps, la CAN 2019 et ensuite la CAN 2021. Pour la CAN 2019,
Le résultat que nous avons obtenu à la suite de ce vote est le suivant. Le Cameroun, pour la CAN 2021, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue. La prochaine CAN, donc, ce sera au Cameroun, ensuite en Côte d'Ivoire et en 2023, ce sera en Guinée. C'est la fête des Ignames chez le peuple Adjoukrou de la sous-préfecture de Lopou dans le département de Dabou, un événement où des messages de paix et de droiture sont véhiculés aux populations. C'est un reportage signé Serge Gangoma. Cette fête de l'Igname représente chez le peuple Adjoukrou un moment de retrouvailles, de partage et de réconciliation. Elle est également le lieu où les classes d'âge font le bilan de leur réalisation dans divers domaines. C'est une fête d'Igname. C'est la saison des Igname, c'est la nouvelle Igname. En général, les gens, par exemple, chez nous, les gens qui sont les indécents, c'est-à-dire les 3 garçons qui se suivent ou les 3 femmes qui se suivent, c'est la coutume du Macan. Il y a des gens qui ne mangent pas l'igname comme ça, ils font une cérémonie préalable. Les jumeaux, par exemple, avec l'évolution des choses, nous en faisons une semaine culturelle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, parrain de la cérémonie, a salué cette initiative de revalorisation de nos cultures avant de saisir l'opportunité pour appeler les filles et fils de Lopou au développement de leur localité. Quand j'étais neige, je donnais l'exemple du peuple Adjoukrou à mes parents, l'exemple du travail, l'exemple de la dignité. Et je sais que ce pays, Adjoukrou, aime le travail. Vous les jeunes, vous avez des exemples, des modèles de travail, des modèles de rigueur. Donc, c'est pour cela que je suis heureux de venir à cette fête qui est déjà bénie. Au terme de la cérémonie, les populations ont été invitées à prendre leur part dans l'opération des logements sociaux initiée à Dabou. Il a passé 12 années en France. L'ex-guitariste du groupe Les Woody est de retour en Côte d'Ivoire. Il revient avec un album majoritairement pop-rock. Serge Koléa nous présente l'œuvre intitulée Unto. 12 années passées à Clermont-Ferrand, en France. Phil Azoumé, l'ex-guitariste de charme du groupe pop-rock Les Woody, fait graisser à nouveau les cordes de sa guitare à Abidjan. Désormais, appelez-le Phil Azoumé Djé. Djé nous revient avec son premier album intitulé Unto, du nom de sa mère. Un hommage à sa génitrice qui, malgré ses maigres moyens, indique l'artiste a pu faire de Phil Azoumé un artiste au talent reconnu. Ma prédilection va pour la musique pop-rock. Donc il y aura une couleur essentiellement pop-rock. Mais dans cet album, voilà, il y a des morceaux qui sont bien enlevés. Il y en a d'autres par contre qui restent plutôt langoureux. Vous savez que les faiseurs de bons slow, ce sont ceux-là même qui font du rock. Guitariste charismatique des Woody, groupe rock mythique des années 90 en Côte d'Ivoire, Phil Azoumé est l'un des précurseurs du rock en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Avec Unto, l'artiste entame une carrière solo qui s'ouvre bien devant lui. Ils sont environ 400 ressortissants de la CEDEAO, candidats au Hajj 2014, bloqués à Abidjan à ce jour. Ils se sont retrouvés à la grande mosquée de la Riviera Golf en attendant une solution. Le directeur du culte est sur le plateau pour nous expliquer cette situation pour le moins tendue. Rebonjour, monsieur Messamba. Bonjour, madame. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Combien exactement sont ces pèlerins qui n'ont pu voyager et pourquoi sont-ils bloqués actuellement à Abidjan? Merci. En effet, il y a un total de 415 pèlerins non nationaux donc, de la CEDEAO qui sont en ce moment à la mosquée de la Riviera et qui attendent un visa pour pouvoir effectuer le pèlerinage. Et ce problème a un fondement. Dès le début de l'année déjà, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu une correspondance
numéro 334/293 du 17 avril, lui annonçant que désormais les non-nationaux ne pourraient pas partir au Hajj à partir de la Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de la position de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, l'histoire de notre pays qui est une terre de rencontres, d'immigration importante, le ministère a réfléchi et s'est dit que, vu que ces populations n'étaient pas informées, il était intéressant qu'une dérogation soit demandée afin de leur permettre le voyage cette année. Ensuite, nous allons faire la sensibilisation pour que, à partir de 2015, effectivement, cette restriction faite par les autorités saoudiennes soit respectée. Et donc, le ministre a formulé une requête qui a été adressée au ministère du Hajj en vue donc de permettre à quelques non-nationaux résidant au moins depuis 5 ans sur le territoire ivoirien à effectuer ce déplacement. Et en retour de cette correspondance, numéro 2495, le ministère saoudien du Hajj a donné une réponse favorable, mais assortie de conditions. Réponse qui a été transmise par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire au ministère de l'Intérieur. Et les conditions étaient qu'il fallait que ces personnes puissent faire authentifier leur carte de séjour et autres documents de voyage auprès de leur représentation diplomatique. Et c'est ce qui a été fait. Tous les postulants ont respecté cette disposition. Nous l'avons contrôlée, nous les avons contrôlés et tous les dossiers ont été transmis à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Abidjan. Mais il faut dire que en attendant la réponse au courrier du ministre demandant donc la dérogation, nous avons attendu au moins 3 mois avant de commencer l'inscription des non-nationaux. Donc c'est fort de l'accord qui a été obtenu auprès des autorités saoudiennes que nous avons donc procédé à l'inscription des non-nationaux. Et l'accord mentionnait 10% du quota étatique. Le quota étatique en 2014 est de 4200. Donc tout calcul fait, 10% représente 420. Et donc nous sommes aujourd'hui à 415, ça veut dire que nous sommes légèrement en dessous des 10%. Et le problème est venu d'où? Puisque nous avons déjà l'accord donc d'inscrire ces personnes-là, il se trouve que dans le même temps, préoccupé par la modernisation de son système de traitement du pèlerinage, figurez-vous que l'Arabie Saoudite reçoit par an, pratiquement aux mêmes dates, sur les mêmes espaces, 3 millions de fidèles musulmans. Donc ils sont préoccupés par la modernisation du système de réception, d'encadrement et tout ça. Donc cette année, ils ont mis en place le système de gestion électronique du Hajj. Ça veut dire que toutes les opérations du Hajj se font par voie électronique d'Abidjan directement en Arabie Saoudite. Et nous ne savions pas que ce système était doté d'un code pays. C'est-à-dire que si vous êtes à Abidjan et que quelqu'un vient avec un passeport burkinabé ou malien, il ne peut pas passer. Mais nous n'avons pas eu cette information au moment où l'accord a été donné à l'État de Côte d'Ivoire pour faire partie des ressortissants CEDEAO de son contingent. Mais monsieur le directeur du culte, vous aviez dit qu'il y avait eu une dérogation spéciale pour cette année, alors ça ne devrait pas poser problème a priori? Ça ne devrait pas poser de problème, c'est ce que je dis. Et donc là où cet accord s'est heurté, enfin a rencontré des difficultés, c'est donc la mise en place de ce système électronique avec un code pays. Et ce code pays ne reconnaît pas le code des autres pays avec leur passeport. Et donc, quand il s'est agi de faire la demande en ligne, parce que d'abord il faut faire la demande en ligne du visa en Arabie Saoudite, et une fois que c'est accordé, la réponse est donnée au consulat à Abidjan qui nous invite à venir avec les passeports pour apposer les visas. Mais à chaque fois que nous avons présenté les passeports des non-nationaux,
le système refusait. Et nous avons donc nous sommes rapprochés de l'ambassadeur, enfin de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit sélectionner dans un premier temps les non-nationaux. Comme c'est un système nouveau qui est généralisé, c'est-à-dire que tout le monde entier a été connecté sur ce système en même temps et cette année. Ça fait qu'il y a beaucoup d'aléas. Et eux-mêmes, au niveau de l'ambassade, nous ont dit patientez, sélectionnez les passeports des non-nationaux, on va les traiter et nous allons remonter l'information auprès des autorités compétentes en Arabie Saoudite. Et ils nous ont donné une date. Et à cette date, on n'avait pas toujours solution. Et les vols avaient commencé. Et c'est après que nous sommes repartis pour marquer notre inquiétude face à ce qu'on n'avait toujours pas de réponse pour les non-nationaux et qu'on était presque au dernier vol, à la dernière rotation de nos 9 vols. Oui. Et en ce moment-là, nous avons vu vraiment le danger en face de nous. Nous avons donc alerté toutes nos autorités, que ce soit les autorités administratives, religieuses, notre représentation diplomatique en Arabie Saoudite, le consulat général, les leaders religieux au plus haut niveau, tout le monde s'y est impliqué. Et après donc toutes ces tractations, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, son Excellence Touré Vazoumana, nous a appelé pour dire qu'après sa rencontre avec le service consulaire du ministère des Affaires étrangères en Arabie Saoudite, il a été laissé à la discrétion de son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Abidjan la délivrance des visas à ces 415 non-nationaux. Ouais. Je répète bien, à la discrétion de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Abidjan, la délivrance donc des visas aux candidats qui donc attendent impatiemment à la mosquée de la Riviera. Alors, est-ce à dire que ces personnes ne vont pas partir ou quelle est la solution, en tout cas en ce moment? Non, je ne dis pas que les personnes ne vont pas partir parce que juste après cette information, nous nous sommes rapprochés de l'ambassade d'Arabie Saoudite et il nous a été signifié directement dans le système un quota de 100 affaires enregistrées. Et à peine on a commencé, nos collaborateurs ont commencé à faire les demandes en ligne que le système s'est bloqué à 80 pour dire qu'on avait atteint notre quota. Nous avons à nouveau, nous nous sommes rapprochés à nouveau de l'ambassade et le lendemain, mardi, c'était je crois le 16 de ce mois, nous avons eu à nouveau un quota de 170. Et depuis ce quota de 170, nous n'avons pu enregistrer que 88. Et nous sommes en contact permanent avec notre représentation diplomatique en Arabie Saoudite, merci, oui. En Arabie Saoudite. Et ce matin même, nous avons échangé avec eux. Les choses sont en bonne voie. Il y a des perspectives. On peut rassurer les pèlerins qui sont à la mosquée de la Riviera. Mais vous savez, la mise en place d'un outil informatique, d'une technologie nouvelle, et à cette échelle, à l'échelle mondiale, a des inconnus, des impondérables qu'on ne peut maîtriser. Et donc, tout dépend, parce que ce matin même, on m'a dit que le système était ouvert, qu'on pouvait faire un test avec 83. Et jusqu'à l'heure où je suis sur votre plateau, on n'avait pas encore réussi à ouvrir le système pour enregistrer ces 83. Alors, vu qu'il y a beaucoup de difficultés, le temps passe, les autres sont déjà sur place en Arabie Saoudite, ça veut dire que je reviens là-dessus, c'est pas sûr qu'ils pourront aller cette année. Je ne dis pas que ce n'est pas sûr, parce que les dispositions sont en train d'être prises. Oui. Tout dépend de la volonté des autorités saoudiennes, dans la mesure où c'est un accord qui a été bel et bien donné à l'État de Côte d'Ivoire. Les différentes représentations en ont été informées. C'est vrai qu'un système qui est mis en place, le reconvertir en système traditionnel manuel comme par le passé n'est pas chose aisée, mais nous pensons qu'avec la volonté des autorités saoudiennes sur place en Arabie Saoudite et sur place à Abidjan via l'ambassade, quelque chose peut être fait. Est-ce qu'il y a un délai, une date limite pour ces pèlerins-là? La date limite pour tous les pèlerins pour donc rentrer en Arabie Saoudite, c'est le 28 de ce mois, date donc de fermeture des aéroports. Et je voudrais dire que le consul général d'Arabie Saoudite à Abidjan est un monsieur qui travaille beaucoup, c'est un gros travailleur, puisqu'il nous a habitués
à traiter près de 600 visas par jour. Et donc, nous ne demandons plus que 335. Et donc, avec l'appui des autorités, les courriers sont là, attestent avec des numéros et des dates. 335 visas peuvent être traités en 3-4 heures de temps si les autorités saoudiennes le veulent bien. C'est-à-dire que si à partir du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères saoudien, qui a tout le dispositif technique, veut bien accepter d'ouvrir le système pour que nos 335 pèlerins qui attendent, qui en fait ont rempli toutes les formalités selon les prescriptions qui ont été édictées par le Royaume d'Arabie Saoudite, puissent avoir le visa. Et nous pensons que cela est possible. Et alors, je voudrais on retient ajouter que ces pèlerins ont encore 7 jours pour pouvoir ils ont encore arriver 7 en jours. Arabie Saoudite. Et je voudrais ajouter, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a fait nos 9 rotations. Oui. Et notre partenaire que je voudrais saluer ici, Air Côte d'Ivoire, sur le coup nous a dit, nous sommes avec vous, nous allons voir avec notre partenaire Flynas en Arabie Saoudite, une fois que les visas sont donnés, nous allons assurer donc par 2 ou 3 rotations le transport de ces pèlerins. Donc je me dis que l'espoir est encore permis. Son Excellence l'ambassadeur Touré Vazoumana, le docteur Sissé Abdoul Karim, le consul général de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite sont à pied d'œuvre auprès des autorités saoudiennes et nous pensons que l'espoir est permis. Alors l'espoir est permis, mais pendant ce temps, ces 415 non-nationaux sont sur place. Alors nous allons suivre un reportage de Gabriel Zani et Sita Soro et nous reviendrons sur les conditions de vie de ces pèlerins en ce moment à la Grande Mosquée. Les musulmans de Côte d'Ivoire accompliront une fois de plus le Hajj, 5e pilier de l'islam. Et comme chaque année, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Départ prévu pour se dérouler du 7 au 15 septembre, ce sont au total 9 vols qui ont été programmés. Cependant, après le dernier départ le 15 septembre, certains candidats au pèlerinage n'ont pu prendre le vol pour des raisons qu'ils ignorent encore eux-mêmes. Au nombre de 396, ils sont de nationalité burkinabé, nigérienne, malienne et nigériane, attendant toujours leur embarquement. Les visas étant délivrés qu'aux nationaux par les autorités saoudiennes avec un code par pays. À cela s'ajoute la non-assistance à ces futurs pèlerins, ceux-ci étant livrés à eux-mêmes depuis le 7 septembre, jour du premier départ. À cette date, certains d'entre eux ayant été également convoqués mais surpris de ne pouvoir prendre part à l'embarquement. Ce sont au total 5600 pèlerins qui partiront de la Côte d'Ivoire pour la Mecque, dont 4200 pour le contingent étatique. Cependant, qu'est-ce qui fait défaut dans l'organisation pour arriver à une telle situation? Alors nous avons répondu à cette question, mais nous voyons que ces pèlerins, pour la plupart qui viennent de l'intérieur du pays ou même d'ailleurs, sont bloqués ici. Quelles sont les conditions de leur séjour ici à la Grande Mosquée avant d'embarquer pour l'Arabie Saoudite? Bien évidemment, une telle situation surprend un peu tout le monde. Eux-mêmes, en quittant chez eux, que ce soit Yamoussoukro-Bouaké ou d'autres villes du pays, ne s'attendaient pas à vivre une telle situation. Il en est de même pour nous-mêmes, puisque nous sommes partis sur la base des éléments que nous vous avons livrés tout à l'heure. Mais il faut aussi savoir que la requête de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, demandait la participation de ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire depuis au moins 5 ans et en situation régulière. Et c'est ce qui a été respecté. Et donc, à l'aéroport, le 15, après le départ du dernier vol, nous leur avons demandé de retourner chez eux et que nous sommes à pied d'œuvre. Autant on a pu appeler tous les 3800 et quelques candidats qui sont partis individuellement par téléphone, parce que nous avons un call center, il y a Radio Al-Bayan, là où nous avons appelé 3800 pèlerins individuellement, ce n'est pas là où nous n'allons pas pouvoir appeler 415 pèlerins. Mais ceux qui n'ont pas écouté cet appel, qui sont restés sur place, c'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Nous leur avons déjà rendu visite par 2 fois pour les rassurer et dire que l'État de Côte d'Ivoire était très préoccupé par leur situation. Nos représentations diplomatiques étaient à pied d'œuvre en Arabie Saoudite et nous leur avons aussi demandé de prier parce que
il s'agit effectivement de prier pour que le Seigneur puisse en tout cas nous aider, les aider à atteindre la Terre Sainte. Merci, Monsieur Messamba Bamba. Je rappelle que vous êtes directeur général du culte. On va vous prendre au mot. Il faut prier, l'espoir est permis. Donc, c'est 415 pèlerins, encore un délai de 7 jours pour pouvoir accéder à l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI1.